Bonjour à tous, ravi de vous voir si nombreux pour cet événement. Donc, les Midi Maillages et conférences du Centre d'entrepreneuriat de l'ESG UQAM. Ce sont des événements où on va mettre en lumière une thématique particulière pour sensibiliser nos étudiants entrepreneurs et également les professionnels du secteur. Et c'est également une occasion pour réseauter et apprendre à nos étudiants à réseauter également. Aujourd'hui, notre Midi Maillage et conférence sera sur le thème du repreneuriat en services financiers. Et on a 3 invités pour pouvoir épiloguer sur cette question. Marie-Christine Pagé, vice-présidente régionale Vente Québec chez Investia Services Financiers. Bonjour. Vous avez également Benoît Goulet, leader exécutif, chef de la distribution Lafont et Associés. Bonjour. Et Martin Deslauriers, directeur général du Centre d'entrepreneuriat de l'ESG UQAM. Bonjour. Je vais laisser chacun se présenter davantage et rentrer dans la matière. Voulais-tu commencer ou... Oui, OK. OK. Je laisse la parole à... Il est ouvert déjà. Déjà. Il est ouvert? OK. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. On m'a invité pour discuter et présenter des opportunités d'affaires dans la distribution des produits et services financiers. On m'avait dit qu'il allait avoir une clientèle étudiante. Donc, mais comme ça va être diffusé, je crois, ça va être important de juste peut-être recadrer la distribution des produits et services financiers. Avant de faire carrière dans ce magnifique industrie, c'est important de comprendre que c'est une industrie qui est très encadrée. Il y a l'Autorité des marchés financiers, il y a la Chambre des assurances, il y a l'OCRI. Est-ce que j'en oublie? C'est les principaux. OK. Et puis, pour pouvoir offrir un service, conseil et produits aux consommateurs, ça prend un permis délivré par la Chambre, par l'AMF. Et après avoir ce permis, il faut trouver un cabinet. Il y a 2 sortes de distribution principales. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 surtout qui sont d'actualité. Il y a le courtage et les réseaux appartenant aux compagnies d'assurance. Ça va? C'est bien ça. Et puis, c'est pour ça qu'on s'adresse aux jeunes, puis on dit que c'est important de bien choisir, selon son profil, le bon réseau. Et sur ça, je vais passer la parole à Marie-Christine. Merci, Benoît. En fait, moi, je viens plus représenter le côté réseau courtage en épargne collective, alors que Benoît, plus l'agent général au niveau de l'assurance. Même chose en courtage épargne collective, c'est la même chose. Il y a le réseau courtage, il y a un réseau qui est un petit peu plus captif. La différence entre les deux, c'est que le courtage, ça va être pour plus le côté représentant indépendant, autonome qui bâtit sa pratique de sa façon indépendante et sans obligation, sans devoir à remettre des niveaux de performance ou des choses comme ça, alors que le réseau plus captif va donner beaucoup plus d'encadrement au niveau de la formation, au niveau du support et va parfois demander des minimums dans certains produits. Il va y avoir les produits maison qui existent dans cette firme-là. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure place ou une autre? Moi, je pense qu'il y a la place pour la personne et le type de personne. Donc, c'est ça. En épargne collective, ça représente ça. De mon côté, ça fait une 20aine d'années que je travaille chez Investia, 21 ans, mais plus exactement. J'étais dans le domaine aussi en tant que conseillère en épargne collective et en assurance. Mais l'expertise que j'ai apportée aujourd'hui, c'est vraiment au niveau du reprenariat, dans le fond, de l'achat de clientèle, des conseillers plus seniors qui vont vendre à des conseillers plus juniors. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Il y a vraiment des belles opportunités à aller chercher. Puis il y en a pour tous les profils. Alors, je pense que ça me met bien la tête de mon côté. Moi, je ne suis pas dans l'assurance. Je suis le directeur général du centre, mais j'ai quand même travaillé dans l'industrie il y a une 15aine d'années. Même, j'ai fait mon MBA sur la rétention des conseillers en sécurité financière. Donc, c'est un sujet que je connais depuis plusieurs années. Mais je vais vous parler rapidement un peu du centre, pourquoi on organise aussi cet événement-là aujourd'hui. Le centre d'entrepreneuriat, avant, c'était un centre, il existe depuis 20 ans.
qui était dédié uniquement aux étudiants. Donc, comme Benoît l'a mentionné, et les étudiants, aujourd'hui, il y a des grèves, je pense. Donc, ça l'aide pas d'avoir des étudiants dans ces périodes-là. Mais, bien entendu, le midi est capté, donc on a des vidéos pour nos étudiants après qui veulent connaître un peu plus la profession. Mais on s'est donné une mission différente de la plupart des universités. C'est que oui, on reste toujours implanté dans des startups pour créer favoriser l'entrepreneuriat, mais on s'est intéressé énormément au reprenariat. Donc, c'est beau créer des nouvelles entreprises, mais quand on est dans un contexte qui a plus de reprenariat que de création d'entreprises, je pense qu'une université doit aussi de se positionner dans ce créneau-là. Donc, si on veut se positionner dans le reprenariat, bien entendu, on ne peut pas laisser ça seulement aux étudiants. Donc, parfois, puis on le sait, les statistiques le disent, il y a très peu d'acquisitions pour des personnes en bas de 35 ans. Donc, nos étudiants, en général, ils ont en bas de 35 ans. Donc, dans ce contexte-là, on a ouvert le centre à l'ensemble de la population, autant locale qu'internationale, et on a créé un nouveau programme qui s'appelle le reprenariat en services financiers. Donc, aujourd'hui, c'est un peu une introduction pour vous parler un peu des opportunités. Puis moi, qui a déjà été dans le domaine, puis qui voit beaucoup de transferts d'entreprises, je trouvais que c'était un secteur qui était négligé, puis qui avait des belles opportunités, puis les gens ne le connaissaient pas vraiment. Donc, on s'est dit, comme université, on va donner cette information-là. L'élément qui est intéressant, c'est qu'on a un bailleur de fonds, qui est la Fondation Jean-Louis Tassé, qui paie, en fin de compte, pour l'activité d'aujourd'hui, puis qui a aussi créé un don pour pouvoir accompagner une vingtaine de personnes dans la prochaine année dans un programme de reprenariat en services financiers. Je veux vous rassurer, là, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs ici, c'est pas un cours d'un trimestre 9 à 4 dans des classes. Okay, donc, c'est vraiment pas ce format-là. C'est un format qui s'étale pratiquement sur un an, puis c'est une journée par mois, vraiment avec des spécialistes de l'industrie. Et nous, on l'offre gratuitement pour ceux qui ont été diplômés de l'UQAM ou de l'École des sciences de gestion. Pour ceux qui ne le sont pas, s'il nous reste de la place, on va l'ouvrir également pour les gens externes qui ont une bonne volonté. Donc, c'est une valeur de 2 500 $ qui est offerte par la Fondation pour chaque inscrit. Pourquoi? Parce qu'on a également une plateforme de maillage qui existe, une plateforme de maillage qui permet de réunir des cédants et des repreneurs. Mais je fais attention sur le thème cédant, parce que souvent, on voit sur les plateformes, on va avoir des vendeurs qui partent dans la prochaine année. C'est pas la philosophie qu'on développe sur la plateforme. Malgré que dans le questionnaire, il y en a qui disent « mais je vais vendre en dedans d'un an », on les met pas dehors, là. On les laisse sur la plateforme quand même, puis s'il y en a des acquéreurs qui le veulent dans une acquisition rapide, on leur laisse la place également. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est travailler avec les acquéreurs, travailler avec les cédants plus partiels, qui considèrent dans leur modèle d'affaires qu'il y a un risque financier, soit par rapport à la transformation numérique, soit par rapport à l'âge. On sait qu'on a une démographie vieillissante, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à lâcher le navire totalement, mais qui sont conscients qu'une relève stratégique avec des compétences complémentaires à eux pourrait simplement donner un levier, puis donner une deuxième souffle aussi à leur carrière, plus un rôle de mentor stratégique qu'uniquement opérationnel. Bref, c'est le programme un peu qu'on va offrir, puis qu'on va peut-être donner une intro. Puis aujourd'hui, ben c'est sûr que la captation, on s'en sert pour nos étudiants, puis même si vous avez des collègues qui auraient l'intérêt à en savoir plus, on pourra aussi donner la diffusion pour ces collègues-là. Sur ce, j'ai peut-être pris un peu de temps, mais c'est important de mettre la table pour aussi positionner le centre, comment ça fait que le centre s'intéresse dans un sujet comme ça. Donc, on les avait eu des questions aussi sur le web, donc ça me permettait de répondre à cette question-là d'avance. Parfait. Donc, pour traiter le sujet, on va regarder le reprenariat en services financiers et surtout se poser 4 questions stratégiques quand on entre dans cette industrie. Donc, la première des questions est « Quelle est la vraie valeur du cabinet au-delà des chiffres? » Ça, c'est une très bonne question parce que les conseillers, souvent, qui veulent céder ou qui veulent acheter, se demandent toujours qu'est-ce que ça vaut, ma clientèle. Premièrement, pour ceux qui connaissent le jargon, souvent, on va dire on achète une clientèle 4 fois, 3 fois les revenus, 2 fois les revenus, ça dépend. Bien, on parle, en ça, des revenus générés par la clientèle dans la dernière année, puis on va le vendre à un certain prix. Donc, 2 fois, 3 fois, 4 fois les revenus. Bien, comment on fait pour déterminer ce 3 fois, 4 fois les revenus-là? Bien, c'est avec plein de critères qui ne s'inscrivent pas dans un fichier Excel. C'est vraiment très, très, très large. Donc, moi, je pense tout le temps à 4-5 grands points. C'est plutôt comment on va qualifier une clientèle. Bien,
c'est premièrement sur la capacité à rétentionner la clientèle. Donc, est-ce qu'on a un plan précis au niveau de la transition? Est-ce qu'on va travailler avec le cédant pour aller justement y aller en douceur, pour laisser le temps au client de s'acclimater, laisser le temps à l'acheteur aussi de s'habituer à la clientèle? Et ça va faire toute la différence. Dans les contrats d'achat, souvent, on va suggérer d'avoir une balance de prix de vente, ce qui fait qu'on paye une portion de l'achat présentement, on va en payer une autre dans 1 an, dans 2 ans, basée sur la clientèle qui est restée. Ça permet à l'acheteur de sécuriser son investissement, puis ça permet au vendeur de rester engagé parce que plus la clientèle reste et même qu'elle grandit, bien, plus ça aide à sa pratique. Fait que c'est certain que dans ce cas-là, on va toujours suggérer aussi de faire une vérification diligente sur la clientèle, poser des questions. Parce qu'on n'achète pas on achète, oui, des revenus récurrents qui reviennent, mais on achète surtout une relation avec des clients. Puis ça, il faut valider parce que notre conseiller va avoir des clients qui lui ressemblent beaucoup. Ça va être important d'avoir la même valeur, les mêmes philosophies que le vendeur pour assurer justement qu'on ressemble à nos clients. Fait que ça, c'est très important. Souvent aussi, on va dire que nos conseillers ont une clientèle qui leur ressemble beaucoup, mais aussi dans l'âge. Souvent, l'âge des clients va être 5 ans plus vieux, 5 ans plus jeune que le conseiller. Mais est-ce que le conseiller est capable d'aller chercher les autres générations, les parents, les enfants de leurs clients? Ça, c'est très important. D'autres facteurs aussi qui est important, c'est au niveau de la maturité opérationnelle. Le conseiller, souvent, on ne va pas acheter juste sa clientèle, on va acheter l'entreprise. Dans le fond, on va s'investir dans cette entreprise-là. Est-ce qu'il y a du personnel qualifié qui sont là, qui vont être capables de faire rouler la boîte, même quand le conseiller est en vacances ou quand il est absent ou il est sur la route à rencontrer des clients? Mais ça, c'est gage de bon succès parce que après ça, comme entrepreneur, on va devoir être des bons leaders pour les garder, ces employés-là qui ont une valeur inestimable dans la pratique. J'avais aussi noté quelques petites choses, là, des fois, dans la valeur de la clientèle, aussi le potentiel inexploité. Si le conseiller est en épargne collective, disons, puis il n'a pas du tout son permis en assurance ou il n'a jamais exploité ce côté-là, bien là, on a un beau potentiel à exploiter avec la clientèle. Peut-être un dernier point aussi, je vais te laisser parler, excuse-moi. Au niveau du créneau, souvent, on a des conseillers qui spécialisent sur un même type de client. Exemple, une clientèle de professionnels de la santé, disons. Puis là, bien, ça va apporter des références. Et là, ils vont toujours rester pas mal dans ce créneau-là. Bien, ça, c'est intéressant parce qu'en développant dans un créneau qui ressemble tous les clients se ressemblent pas mal, bien, on développe cette expertise-là pour ses clients. Puis là, c'est là que ça explose encore plus aussi. Donc, encore de l'opportunité là-dessus. Fait que dans la valeur de la clientèle, je vais te laisser la parole, Benoît. Okay. Bien, un autre point qui est important à considérer pour le repreneur, le jeune qui veut intégrer l'industrie par acquisition, c'est de voir la relation que le senior ou le cédant a avec sa clientèle. Parce que dans notre industrie, on est une population vieillissante, pas se le cacher. Et il y en a beaucoup qui ont fait des acquisitions massives de boucles d'affaires, ne connaissent pas la clientèle, veulent entrer un jeune dans la clientèle, mais n'est pas en mesure de donner aucune information. C'est comme partir cold call à scratch. Donc, je crois que c'est un point très important. Moi, il y a un élément qui m'a marqué un peu plus dans le secteur des services financiers parce que c'est l'obstacle numéro 1 d'un transfert, c'est le financement. Donc, au point de vue des entreprises, là, aller voir les jeunes, ça ne fonctionne pas, les banques ne prêtent pas, surtout des entreprises de services, restauration ou autres. Mais dans les services financiers, il y a un volet que les compagnies d'assurance qui possèdent un peu la valeur, on va dire, de ces clientèles-là, aide dans le financement. Il y a peut-être un point que je ne veux pas trop m'avancer, mais moi, c'est un élément que je trouvais qui est important. Il y a peut-être un de vous deux qui pourrait peut-être en parler. Veux-tu que j'y aille ou tu veux? Okay. Bien, le financement, il y a des compagnies d'assurance, les cabinets. Investia en est un bon exemple à ma droite. Le jeune, il doit se trouver un bon cabinet, premièrement. Un agent général. Qu'est-ce qu'un agent général? C'est un cabinet qui a les ententes avec les assureurs et les gestionnaires de fonds. Et l'agent général sera en mesure de guider le jeune vers le financement désiré pour acquérir sa clientèle. Puis, Investia est un bon partenaire parce que Marie-Christine va vous l'expliquer dans le détail. Mais sans entrer dans le détail, c'est vrai que choisir un bon partenaire, c'est important.
puis il y a des bons courtiers qui vont vous aider dans les achats de clientèle. C'est possible de faire un achat avec un financement auprès des institutions. Il y en a quelques-unes qui en font encore. Puis souvent, les conseillers qui sont chez nous même vont aller valider pour avoir le meilleur taux. La différence avec les firmes, avec les banques qui vont prêter, bien, c'est sûr qu'il y a des garanties personnelles qui viennent en jeu. Puis là, il faut déjà avoir des actifs un petit peu pour être capable d'emprunter. Fait que d'emprunter, il faut prévoir, il faut fournir plus de garanties. Alors que quand on emprunte auprès d'un partenaire comme un courtier, bien, à ce moment-là, il y a juste des conditions de base à remplir. Dans le fond, il faut avoir un bon dossier de crédit, nos impôts qui sont payés. C'est pas mal ça que ça prend pour pouvoir emprunter parce que la clientèle est déjà dans la pratique. Donc, ce qui fait que le courtier va se rembourser le prêt avant de verser le reste des commissions. Fait que le risque est beaucoup amoindri. Ça permet aux conseillers qui empruntent de déjà commencer à travailler sur la clientèle. Puis on parlera de croissance tantôt, mais je pense que c'est ça qui est important comparativement à aller vers les banques. Puis s'il y a quelques difficultés pour le jeune qui veut aller chercher son financement, bien, un bon cabinet qui croit au profil du candidat et va même être en mesure de cautionner le jeune auprès du prêteur. Puis en fin de compte, nous, à travers tout ça, c'est qu'on voit beaucoup de repreneurs qui se disent qu'ils sont repreneurs, puis on dit « OK, dans quel secteur d'activité? » Ah, c'est pas grave. Moi, je vais être repreneur. C'est là qu'il manque beaucoup de sérieux, des fois, dans les volets des repreneurs au Québec. Ils se promènent comme une abeille sur différentes fleurs, puis ils se disent « Bien, je trouve pas de cédant. » Bien, c'est certain que si j'étais cédant, puis je vois quelqu'un qui est pas trop préparé, c'est pas le genre de partenaire que je veux avoir dans ma structure, surtout si je veux rester quelques années. Donc, notre rôle, nous, dans tout ça, c'est d'essayer de vraiment aider les repreneurs à être bien organisés, bien structurés, pour quand ils arrivent vers une opportunité d'affaires, que ce soit parce que les bons cédants dans le domaine de l'assurance, c'est des gens qui roulent des très bons revenus, puis ils veulent pas avoir un touriste dans leur organisation. Donc, ça prend quelqu'un qui soit prêt. C'est un peu ça, au point de vue du centre, qu'on va offrir dans les programmes. Puis même si vous voulez avoir plus de l'accompagnement factuel ou à court terme, 2-3 heures, c'est des choses qu'on va être là également pour essayer de vous guider. Nous, qu'est-ce qu'on veut comme organisation? On est un OBNL. Donc, on n'est pas là pour faire de profit. On est là, par contre, pour faire une différence dans l'économie du Québec. Puis actuellement, qu'est-ce qu'on veut? C'est que s'assurer qu'il y ait des bons transferts. Puis dans l'industrie comme ça, quand on voit que l'obstacle premier, c'est le financement, bien dans cette industrie-là, il y a un levier qui est très différent que des autres secteurs. Est-ce que je peux apporter un autre point? Bien sûr. Un autre point sur le financement aussi qu'il n'est pas à négliger, c'est souvent dans les types de conseillers qu'ils vont vendre, ils vont avoir une grosse pratique, puis ils vont avoir besoin d'aide parce que il y en a qui sont très bons à avoir de la croissance, puis à un moment donné, le piège de la croissance, c'est qu'on n'arrive pas à y arriver. Donc, ils vont avoir besoin d'aide, puis je vois déjà dans l'industrie des conseillers qui vont financer la personne qui vient de joindre à leur pratique. Puis ça permet aussi à celui qui arrive de tester l'eau un petit peu. Est-ce que c'est un domaine que j'aime? Ça permet aussi aux cédants de prendre, de se faire confiance entre eux puis voir si c'est vraiment un bon potentiel. Souvent, ce qui va se faire, c'est qu'ils vont partager la clientèle sur un code conjoint. Ils vont la servir ensemble avec un pourcentage de commission un petit peu plus petit par le temps que le conseiller prenne l'expérience et serve les clients. C'est comme s'il finançait. Donc, l'année d'après, ils vont augmenter son pourcentage de commission. L'année d'après, ils vont augmenter son pourcentage de commission pour, après un certain temps, bien, la clientèle va leur appartenir. C'est comme une façon de financer quelqu'un qui vient les aider à quelque part. Et souvent, c'est pour un type de clientèle qui n'ont pas le temps de servir. De toute façon, ils ont besoin d'aide. Donc, s'il n'y aurait personne pour les servir, ça ne serait pas mieux non plus. Donc, ils ont cette personne-là. Ça rend service à la business parce que ça fait de la croissance et ça aide en même temps la nouvelle personne qui vient pour apprendre en même temps. Fait que le côté mentorat est excellent, puis en même temps, ça nous permet de tester l'eau, voir si on aime ça, puis de bien se joindre à la compagnie. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment bien, puis on en a là, des partenaires qui sont comme ça. Merci. Oh, excuse-moi. Dernier point, peut-être. Parce qu'on parle d'acquisition, mais le jeune qui veut débuter dans la carrière, oui, aujourd'hui, c'est vraiment une belle avenue d'intégrer une équipe. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des mentors, il va avoir de la clientèle à desservir, il va avoir un encadrement.
comparé aux gens qui ont plus d'expérience, qui ont connu autre chose dans les années 90, mettons. On va s'arrêter là, 90. Et puis, puis le jeune, lui, va aider le mentor. Parce que le jeune va arriver avec sa technologie nouvelle, ses nouvelles idées, son intelligence artificielle. Il va pouvoir mettre en place des structures, des processus d'affaires pour faire accélérer la croissance du cabinet. Donc, oui, acquisition, mais peut-être par un chemin d'intégration sur une période de 1 à 3 ans minimum. Parfait. Donc là, je vais passer à la deuxième question à se poser. Pourquoi le cédant vend réellement? Donc, quelle est la réalité derrière cette vente? Si je peux permettre, Lydia, en fait, moi, je vois vraiment 2 grandes catégories là-dedans, puis tu en as parlé un petit peu, Benoît. Il y a le conseiller ou la conseillère qui va attendre peut-être un peu trop longtemps avant de penser à sa retraite. Puis là, à ce moment-là, va, pour des raisons de santé, pour des raisons de... Il se sent dépassé par la technologie, par la conformité, par tous les changements qu'il y a dans la réglementation aussi. Puis là, décide, là je suis prêt, maintenant, je veux céder, comme tu parlais un peu, là, je veux faire ça rapidement. Fait que ça, c'est une belle opportunité pour quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui a déjà une clientèle, qui peut faire l'acquisition de cette clientèle-là. Mais pour quelqu'un qui démarre, ce ne serait pas ma recommandation d'aller chercher un genre de clientèle comme ça parce qu'on va pédaler beaucoup, là. On va apprendre sur le tas, puis on va apprendre de nos erreurs. Ça peut fonctionner, mais c'est plus difficile. Mais on va voir aussi l'autre côté, ce que la majorité du temps qui se passe, c'est le conseiller qui a bâti sa carrière depuis le début, qui est ses clients, c'est presque rendu ses amis. Il veut vraiment céder sa pratique à quelqu'un de confiance qui va continuer à poursuivre ses valeurs, à servir ses clients, puis d'arriver dans une pratique comme ça, ben ça, c'est la meilleure chose. Fait que, comme moi, 2 raisons, je vois quelqu'un qui se prépare à la retraite, qui va vouloir faire sur une période de peut-être 3 à 5 ans, puis quelqu'un qui veut le faire rapidement. Moi, j'aime mieux, je trouve qu'il y a plus de succès dans la deuxième façon. Par contre, ça demande à l'acheteur d'être un peu plus patient, d'apprendre, de profiter du mentorat qu'il y a du senior qui est sur place et de faire ses preuves. Puis après ça, ben l'idée, c'est de faire un peu mieux que l'autre. Puis là, on gagne la clientèle encore plus. Ce qui est gagnant aussi, puis c'est que quand une nouvelle personne arrive dans une pratique et s'est présentée au client, là, on voit la croissance augmenter parce que est-ce que vous référiez vos clients, un membre de votre famille, à votre conseiller s'il y a 55, 60, 65 ans? Mais peut-être pas, vous allez dire, il ne sera pas là jusqu'à sa retraite. Quand il y a une nouvelle personne qui se joue en pratique, bien là, c'est beaucoup plus encourageant de référer. Prends le micro. C'est bon? Elle a mentionné J'ai pas mal ce que tout je dit, voulais excuse-moi. Je pense qu'il y a un volet, c'est important par rapport au profil des 2 individus, on l'a dit un peu tantôt. Là. C'est pour ça même notre plateforme. Les gens ils disent comment je peux trouver des vendeurs, comment je peux m'associer aussi avec des repreneurs. Je vous invite à aller voir sur le site du Centre d'entrepreneuriat dans la section services, c'est marqué maillage. Et là-dessus, c'est une plateforme actuellement est encore gratuite. Elle va devenir payante pour les repreneurs, mais à un faible coût. Là. Peut-être on parle de 10 $ peut-être par mois, là, mais c'est vraiment minime par rapport au service qui va être apporté. Et on a des cédants partiels au total, qu'eux, ça leur coûte rien parce que on a moins de cédants sur les plateformes, puis ça, c'est partout. Nous, de notre côté, on demande même quand les gens complètent le formulaire sur la plateforme, c'est quoi votre perspective de transfert? Puis automatiquement, qu'on dépasse 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on exige de part et d'autre des tests psychométriques. Pour voir des gens partants, on a-tu 2 coques en avant de nous autres, là? S'il y a 2 coques, on le voit, des gens partants qui risquent d'avoir pas mal d'étincelles dans un mariage de 3, 4 ans, 5 ans. Donc, parfois, on les présente même pas quand il y a trop de différences. Puis sinon, on leur met vraiment des drapeaux rouges pour dire faites attention à ce niveau-là. Donc, nous, de notre côté, c'est sûr que faut se questionner toujours. Puis moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis en acquisition, fusion-vente. J'ai parti une boîte qui s'appelait Transition Conseil il y a 15 ans. Et j'étais tout seul, on était tout seul à l'époque quand on a parti la boîte parce que c'était le début du transfert d'entreprise. Je faisais mon MBA en transfert d'entreprise, puis là, les statistiques qui disaient qu'il était pour avoir tellement de monde qui était pour changer d'entreprise au cours des 10 prochaines années, puis ça, on parle de 15 ans. Ça a pris 10 ans de plus que les statistiques le disaient.
Par contre, je vois un peu qu'est-ce qu'il y en est. On manque vraiment de maillage actuellement entre les cédants et les repreneurs qui va faire une différence. On a mis beaucoup d'emphase pour essayer d'aider les entreprises familiales qui font pour le cédant puis le repreneur. Pour une perspective, on appelle ça des plans successoraux. Mais pour les gens de l'externe, on s'est pas vraiment penché là-dessus. Puis je peux vous dire, au point de vue de l'université, on a regardé qu'est-ce qui se faisait dans le monde en reprenariat. Puis les études, là, sont minimes. Il y a Stanford qui fait des études à cet effet-là depuis 1984. Puis eux, leur modèle, c'est vraiment de choisir les top MBA de leur université, puis de dire, OK, on en prend 2, 3, puis ça, c'est avec les futurs repreneurs, puis on leur donne 150 000 US par année, va te chercher une compagnie. Puis si tu t'en trouves une, on a un search fund, donc on a un fonds pour pouvoir t'aider à acquérir. Puis l'université est là aussi pour t'appuyer dans le processus, puis t'aider pour que ça marche. Mais les résultats, ils ont sorti d'autres résultats en 2023. Les résultats sont super bons. Dans cette optique-là, j'étais dans une table stratégique avec le HEC et Concordia. Ça, c'est enregistré, là. On fera peut-être du coupage au montage, mais c'est simplement pour dire que les universités ont pris cet enlignement-là. Moi, personnellement, je gravite dans le monde. Je suis une 3e génération d'entrepreneurs. Je ne peux pas me fier à des notes pour dire que c'est vraiment un bon entrepreneur. Il y a d'autres facteurs qui sont plus importants que des notes universitaires. Donc, on avance sur ce type de projet-là. Donc, c'est pour ça quand on dit que nous, on veut se positionner dans le reprenariat avec les cédants, c'est qu'il y a des études qui le démontrent, mais on va plus miser sur la qualité des repreneurs. Donc, quand je vous disais que sur la plateforme puis les programmes comme ça, il y a des gens qui m'appellent, des belles entreprises qui m'appellent et me disent « Martin, on n'est pas sur ta plateforme, là, mais on a besoin d'un bon repreneur ou une bonne repreneur. As-tu des beaux profils pour nous autres? » Ben, je dis, va sur la plateforme. Non, c'est pas ça que je veux. Bref, ça se trouve être des entreprises hors normes, qui sont vraiment peut-être des belles opportunités, puis ils veulent pas se tromper. On en a des belles également sur la plateforme, mais c'est simplement pour vous dire que le volet, est-ce que le cédant, pourquoi qu'il veut vendre? Mais nous, de notre côté, on travaille avec vous là-dessus pour vraiment valider la raison de la sortie. Puis, quand j'étais en acquisition, fusion-vente, dans mes dernières années, je disais tout à mes clients qui étaient vendeurs, mais vends pas. Pourquoi? Mais on va engager une direction générale qui va prendre ta place pour faire les opérations. Ça fait quelques années, on va payer 100 000. Puis attends, quand tu seras malade, tu mettras ça à vendre. De toute façon, ça va être plus payant pour toi de faire ça. Dans une optique de vente tout court, sans réfléchir, sans bâtir un plan de croissance, ça ne devient pas vraiment intéressant pour un cédant de dire que je vais vendre. Puis c'est là toute l'importance d'être un repreneur solide. Moi, j'ai fait différentes acquisitions là, avec 0 d'argent. Pourquoi? C'est que je proposais pas de l'argent, je proposais des compétences que j'avais. Moi, c'était plus en numérique. Donc, j'arrivais avec quelqu'un qui a 0 numérique, bien, j'ai une valeur ajoutée que je peux peut-être vraiment faire un levier à son organisation. Puis ça ne coûte rien. C'est pas une firme qui engage 200 000. Je suis un associé que je mets mon temps puis je fais plein d'heures. Donc, il faut le voir aussi dans cette optique-là, dans les services financiers. Les bons cabinets, les bons entrepreneurs qui ont peut-être des beaux blocs d'affaires, il ne laissera pas ça céder ça comme ça avec un touriste, comme j'ai dit tantôt, mais quelqu'un qui est bien organisé. Ouais. Là, je m'adresse aux jeunes qui veulent reprendre un cabinet. Si le cédant veut le chèque et disparaître, bien, disparaissez avant eux. J'ai eu beaucoup à intervenir dans différents achats, acquisitions, puis j'en ai plus refusé que recommandé. Le due diligence devient très, très important là-dedans. Des fois, ils veulent te vendre un book, ils ne connaissent pas la clientèle. Un autre veut te vendre un book, c'est des polices d'assurance qui sont en décroissance, puis avec une fin de vie à 65 ans du client. Donc, faites attention, puis entourez-vous de bonnes personnes pour vous seconder dans les acquisitions. La troisième question à se poser, c'est quels sont les risques invisibles de la reprise? Je viens d'en dire quelques-uns. Benoît en a dit un petit peu, mais ce que je peux ajouter à ce que tu as dit, Benoît, c'est les risques invisibles, là, ils vont être éliminés si on fait un bon plan de transition.
Donc, une bonne vérification diligente, mais aussi un bon plan de transition. C'est quoi les attentes du vendeur, les attentes de l'acheteur, puis à quoi on s'engage? Quelle durée on s'engage à rester dans l'entreprise pour continuer? Il y en a des fois qu'on voit qui commencent, ils disent « OK, je vais travailler encore 5 ans ». Quand ça fait 1 an, ils voient que l'autre, tabarouette, il est bon, puis ma clientèle l'a accepté. Là, tout d'un coup, commence à prendre goût, à ralentir un peu, puis là, tout d'un coup, ils font « sais-tu quoi? Ça ne sera pas 5 ans, ça va être 2 ans ». Bien, c'est des choses qui arrivent, c'est des petits risques qu'il peut avoir. Mais dans la clientèle, si on fait une bonne vérification diligente, on va pas mal détecter aussi d'autres choses qui pourraient être faites, comme par exemple la dépendance des clients à d'autres partenaires. Disons que mon représentant ne s'est pas assuré d'avoir tous les placements des clients. Ils ont horaire à la banque, un CELI avec un autre conseiller, puis là, ben, on fait un changement de conseiller. Tant qu'à changer, les clients vont retourner vers quelqu'un qui connaît. Donc, ça peut être des petites choses comme ça, mais moi, je mets tout le temps l'emphase sur un bon plan de transition, puis s'assurer de bien connaître la personne et de mettre en place quels sont nos engagements de toutes les parts pour pouvoir les respecter ensuite. Il y a un autre point important, souvent le cédant, il peut être incorporé, il va vouloir vendre soit ses actions ou ses actifs. Ça, il faut faire attention, c'est un autre point à surveiller. C'est pour ça qu'un plan d'intégration, comme Christine mentionne, sur une période de 1 à 3 ans, tu rentres dans le cabinet, tu apprends à connaître le cabinet, puis tu réalises que, c'est correct, c'est droit avec l'impôt, c'est le danger, finalement. Parce que si tu achètes trop rapidement, puis que tu achètes des actions, tu achètes l'historique, puis si tu as des problèmes, le cédant avait des problèmes avec sa conformité, avec ses impôts, bien, tu achètes ça aussi. Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce que je pourrais rajouter qui est peut-être moins adapté à un service financier, mais dans une vente d'actions, je veux dire? L'IBILDA ou le BAIA pour la valeur. En fin de compte, ça se trouve être la valeur avant les intérêts, les impôts, ainsi de suite. C'est le bénéfice de notre entreprise qu'on définit la juste valeur marchande. OK, qui est 4, 5 fois, 12 fois dans des compagnies technologiques, même 20 fois. Puis Facebook, là, quand ils ont été mis en bourse, c'était 100 fois. Donc, je me suis dit que ceux qui achètent des actions dans la première année de Facebook, c'était à risque, mais maintenant, ils sont rendus plus élevés, donc ils ont été corrects. Mais faites attention à la trésorerie, parce que souvent, les gens, quand ils définissent l'EBILDA, ils disent j'ai un EBILDA de 200 000, donc ça vaut 800 000. Il ne s'est pas mis de salaire. Il y a plein d'éléments qui n'est pas rentré dedans. Donc, souvent, quand les gens veulent vendre, ils appellent ça du business staging. On l'a connu dans le home staging. Donc, on essaye de raffiner un peu les dépenses au maximum pour augmenter notre bénéfice puis avoir une influence sur notre prix de vente. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut extrêmement gratter dans les chiffres. Donc, n'achetez jamais un cabinet ou un bloc d'affaires les yeux fermés. Il y a plein d'éléments. Si vous devez être bien entouré pour ne pas faire d'erreur, parce que dans mon cas, j'ai vu même un de mes clients à l'époque qui avait il avait acquéri 50% de l'entreprise, une entreprise de 4 millions. Alors, il dit là, je suis rendu bon maintenant, Martin. Il ne m'appelle pas sur son deuxième acquisition, erreur totale, il a acheté de l'inventaire non conforme, plus valable. Donc, il y avait 1 million d'inventaire qui ne servait absolument à rien. En plus, c'est que quand il a fait son acquisition, ce million-là, il était mis dans la valeur. Et donc, au bout de la ligne, c'est 1 million qui s'enlève en plus, puis qui ne vaut absolument rien. Bref, il peut avoir des histoires d'horreur, puis lui, il pensait qu'il en avait fait déjà un, puis que ça fait des années qu'il est en business. Mais c'est toujours bon de travailler avec quelqu'un, puis demander aussi avec les personnes comment vous n'avez fait avant, que vous n'êtes pas le projet pilote aussi. La dernière question à se poser, c'est quelle est ma capacité réelle à reprendre et à faire croître ce cabinet? Je vais y aller sur. Vas-y. Répète la question. Quelle est ma capacité réelle à reprendre et à faire croître le cabinet? OK. Souvent, les conseillers sont de plus en plus spécialisés dans une ligne d'affaires. Donc, un bon entrepreneur qui veut faire de la croissance et accroître une clientèle devrait diversifier son offre de service, devrait avoir une approche globale. Donc, c'est ce qui est bien dans une nouvelle acquisition, c'est de s'associer avec des gens qui sont différents, qui viennent pallier nos faiblesses. Et puis, exemple, je suis très fort en placement. Je vais engager quelqu'un très fort en assurance. C'est le contraire. Donc, c'est très important.
Parce qu'un conseiller en sécurité financière, un planificateur financier a plusieurs chapeaux. Il y a un chapeau de développement des affaires, de croissance. Puis, c'est important d'avoir un bon plan de match pour pouvoir accroître de la croissance. Bien, j'ajouterais peut-être à ça, c'est ça, avoir un plan de vision clair. 3-5 ans, c'est toujours ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on veut avoir. Ne pas s'asseoir sur les revenus récurrents qui rentrent dans la business, parce que ça, c'est ça qu'on a acheté. Puis en principe, si on achète le revenu, bien, si on ne fait pas de croissance dans cette clientèle-là, bien, le revenu fait juste rembourser notre prêt. Alors, c'est important d'avoir de la croissance, de s'attacher avec les mentors qui sont déjà là. Ça, oui, des fois, ils sont un petit peu dépassés sur la technologie, sur les nouvelles façons de travailler, sur les nouvelles façons de faire. Nous, on va apporter ça dans cette pratique-là, mais respecter les connaissances qu'ils ont, qui ne s'apprennent pas à l'école, ça, je pense que c'est vraiment la clé. Moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter, parce que j'ai quand même été conseiller à l'époque, c'est la prospection. Donc, les gens, on se fait une acquisition de bureau, c'est pas parce qu'il y a une clientèle existante qu'on peut s'asseoir et dire les conditions de renouvellement, ça va se faire tout seul, les gens vont nous appeler, on va placer des périodes derrière. C'est pas comme une banque traditionnelle, on va dire. Il n'y a pas quelqu'un qui t'attend à l'entrée puis qui va avoir un rendez-vous. C'est sûr que quand tu as un bon bloc d'affaires comme ça, puis tu fais une acquisition, il devrait avoir un certain roulement, puis si c'est un bon cédant, il y a une bonne discipline. Mais je vous dirais, tout l'aspect de la segmentation de la clientèle, on en a parlé un petit peu en avant pour savoir est-ce que c'est un bon cabinet à acquérir, mais ça va vraiment vous dicter votre élément de croissance. Parce qu'en fin de compte, si on regarde, on l'a dit, les mix produits, qui est hyper important, puis ça, les banques, c'est des experts à ce niveau-là. Ils veulent s'assurer que le client ait combien qu'on a de produits avec ce client-là. C'est les études le démontrent. Plus qu'on a des produits rattachés, plus qu'on rattache le client à nous. Donc, si vous achetez un cabinet qui a seulement un produit quasiment par client, des fois, c'est un client, on va dire, orphelin. Il a acheté une police d'assurance vie, puis il ne faut pas qu'il l'annule parce que ça va coûter pas mal plus cher, donc il la garde. Mais ça traîne. Donc, l'élément de croissance avec des clients à une grosse base comme ça, il peut avoir un fort potentiel parce que vous dites, il y a seulement un client, il y a seulement un produit, je peux aller chercher les placements chez RBC, chez Desjardins, nommer toutes les banques. Mais le step est quand même une bonne étape. Vous devez devoir être pas mal plus fort qu'on va dire que la personne qui était là pour ça. Donc, dites-vous que regardez la segmentation, il y a plein de facteurs. Il y a les produits, il y a l'âge, et ainsi de suite. Puis ensuite, comment vous allez pouvoir faire croître cette clientèle-là? Comment vous allez pouvoir la faire obtenir des références de cette clientèle-là? Donc, c'est tout le plan que vous devez bâtir dans le futur. Si vous arrivez avec l'acquisition, puis le jour de votre acquisition, vous ne savez même pas c'est quoi votre plan sur les 2 prochaines années de développement, bien, vous allez tourner en rond le premier trimestre, vous allez dire que la job est dure. C'est pas si facile que ça. Mais en ayant un bon plan, puis c'est un peu mon expertise à l'époque quand je travaillais dans les services financiers, c'est de m'assurer que les conseillers avaient vraiment une bonne segmentation, avaient un plan de développement bien détaillé, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand vous êtes conseiller comme ça, bien, vous tombez dans un processus que vous êtes hyper occupé. Puis là, ça va bien parce que tout le monde vous appelle, vous êtes à une période de REER, puis là, vous êtes en mode transactionnel. Puis pendant ce temps-là, vous oubliez tout l'aspect du développement. Donc, il faut vraiment implanter son développement dans son agenda, puis avoir une solide structure quand on s'en va dans un plan d'acquisition comme ça, puis que ce soit en service financier ou ailleurs. Vous devez avoir une recette dans votre tête pour dire, OK, avec ce cabinet-là, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis ça va faire toute la différence que d'acheter à l'aveugle pour dire, bien, on va voir comment ça va, je vais me débrouiller. C'est pour en appelant à tous les clients. Oui, en les appelant, mais je peux vous dire que moi, à l'époque, quand j'appelais jamais pendant la petite vie, là, ça fait une couple d'années. Je choisissais mes journées, là, puis mais au bout de la ligne, c'était une question de ratio, hein. Donc, je me rappelle, moi, je suis un introverti à la base, mais je suis un gars de défi et d'objectif. Ça veut dire que si je vais atteindre mon objectif, je vais tout passer par rapport à mon introverti. Donc, dites-vous que si vous êtes introverti, ça peut être dur. Mais si vous êtes capable de le faire, puis vous le faites,
La beauté aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de prendre le téléphone. Si vous êtes capable d'apprivoiser un téléphone, puis des fois de le prendre, puis de parler avec, là, c'est un gros step sur beaucoup de repreneurs. Et les gens, de se faire appeler aujourd'hui, ça devient différent. Donc, ils sont moins habitués. Donc, dites-vous que c'est pas toujours, je parle pas d'un call call, mais des fois, il y a des étapes, il y a des courriels, il y a des actions, mais après, le téléphone peut être aussi utilisé. Donc, tout l'aspect du développement, dites-vous que c'est un secteur qui est extrêmement difficile dans une période d'acquisition, mais lorsque vous l'avez fait, puis vous avez une bonne recette, puis vous la maintenez, bien, vous allez partir comme ça. Puis on en a plein d'exemples dans l'industrie que je connais qui sont devenus millionnaires maintenant, qui sont plus dans un plan aussi structuré qu'avant, parce qu'ils ont bâti une clientèle. Mais dites-vous que dans un mode d'acquisition, vous n'avez pas le choix de mettre les bouchées doubles comme n'importe quelle entrepreneur, quand vous lancez une entreprise. Souvent, moi, j'ai parti souvent des entreprises les 2 premières années, c'est zéro, là. Donc, c'est même que tu sors de l'argent. Dites-vous qu'en service financier, souvent, ben, tu ne sors pas d'argent quasiment parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui veulent peut-être t'aider. Mais en même temps, si tu mets les efforts, il y a une possibilité de revenus beaucoup plus vite que certaines entreprises. Donc, c'était mon petit point supplémentaire. Donc là, maintenant, je voulais voir, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Oui. Ben, moi, c'est pas tant une question, c'est une observation de simplement vous remercier. Parce que je trouve dans le domaine des services financiers, c'est beaucoup à l'interne que ça se passe, des achats de blocs de clientèle. Puis je trouve que la formation, l'éducation de quelqu'un qui va acheter des blocs se fait avec essai et erreur. Puis ce que Martin vous proposait à l'École des sciences de gestion, je trouve ça vraiment cher d'avoir un coup d'œil externe qui n'est pas juste pas les produits, mais qui n'est pas plus le domaine, mais qui est plus général à une transaction. Fait que ça, merci. Puis la formation, moi, je trouve ça super cher. Le 4 jours par mois que tu proposé. J'étais curieux. Là. 1 jour par mois. Je vais être sûr pour que les gens aient peur. J'étais un peu curieux. Tu parlais de la fondation. C'est Jean-Louis Tassé, le monsieur? Oui. C'est un monsieur du domaine, c'est un entrepreneur? C'est-tu. Ben, c'est une bonne question. En fin de compte, Jean-Louis Tassé, il est décédé. Puis sa fondation, lui, il a fait fortune. Il y avait un cabinet de services financiers qui a vendu à la Banque Laurentienne il y a plusieurs années. Et c'est un partenaire du centre depuis des années qui donnait des bourses, des choses comme ça. Puis là, je parlais aux administrateurs de la fondation, puis je leur disais, bien, ça serait le fun de peut-être travailler dans le sens du fondateur, que lui, il a fait fortune en services financiers. Donc, c'est pour ça que les administrateurs de la fondation ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc, on a pu lancer ce programme-là grâce à eux, parce que c'est quand même... je peux vous dire que on a parti un programme aussi dans le secteur des notariés. C'est un projet de 200 000 avec la Chambre des notaires, ce projet-là. Donc, c'est quand même un projet qui a un investissement qui est fait, mais on y croit, puis je pense qu'on veut essayer de... Parce que je trouvais qu'il y avait tellement de jeunes, il y a tellement des BA en finance qui sortent, là, puis peut-être que vous avez des enfants ou les amis de vos enfants, là, leur demander qu'est-ce que vous faites? Ah, je m'en vais en BA. OK, quel secteur finance? Tout le monde s'en va en BA finance, puis toutes les prévisions le disent. C'est les jobs qui vont être coupés là, au maximum des ventes, parce que les analystes financiers, déjà en partant, l'IA a embarqué dans les institutions financières, puis tranquillement, c'est en décroissance. Puis là, je voyais beaucoup de nos diplômés qui allaient directement vers les institutions financières, mais sans penser des fois à un bureau de courtage. Pourtant, il y avait un objectif de vouloir conseiller des clients. Donc, c'est un peu ça que ce programme-là, je t'ai dit, bien, c'est important de le partir dans les universités. Pourquoi que les universités ne parlaient pas trop de ces domaines-là? C'est parce que souvent, la diplomation n'était pas nécessaire nécessairement pour devenir un conseiller en sécurité financière. Ça ne prend pas un MBA ou un bac. Mais pour nous, comme un centre d'entrepreneuriat, quelqu'un vient nous voir, même s'il n'est pas diplômé de l'UQAM, de l'École des sciences de gestion, il y a un secondaire 5, il y a un secondaire 3, mais il est admissible à l'AMF, puis il y a de la, excuse-moi l'anglicisme, il y a de la drive, puis il veut performer. Pour nous, un centre d'entrepreneuriat, on peut l'accompagner, puis c'est un peu ça qu'on a voulu faire. On a voulu démocratiser l'accès universitaire à des entrepreneurs qui sont regardés de haut par, on va dire, la recherche, et ainsi de suite. Là, que lui, l'entrepreneur, a un secondaire 3, mais il
fait 3 millions dans ses poches par année, il y a peut-être quelque chose qu'il a compris. Bref, c'est un peu ça par rapport au programme qu'on essaye de sortir du cadre, qui est un peu l'énoncé de mission du centre de l'École des centres de gestion. Donc, on sort un peu du cadre pour offrir quelque chose de différent à cet effet-là. Puis, on est chanceux que la Fondation nous a embarqués dans cette folie-là. Oui, je voulais savoir sur quel critère vous basez pour évaluer la clientèle. Je ne pas assez grand, mais sur quel critère vous basez pour évaluer la clientèle du cédant de l'acheteur? Bien, il y a beaucoup de critères. Là. C'est sûr que les revenus générés, ça va être le premier point qui va être regardé. Donc, le type de produit, mais vraiment le revenu généré par ces produits-là. Puis ensuite, c'est vraiment, comme on disait tantôt, la qualité de relation avec les clients, l'âge, la démographie des clients, où est-ce qu'ils sont situés, quel type de relation qu'ils ont avec le conseiller. Puis souvent, une bonne clientèle, par exemple, pour moi, et peut-être pas une bonne clientèle pour Benoît, parce que, exemple, moi, j'ai un profil qui ressemble beaucoup au conseiller, le fit que j'ai avec lui, on a les mêmes valeurs, on veut travailler de la même façon. Donc ça, c'est ça qui a de la valeur. Ensuite, ça se négocie avec les conseillers. Souvent, le conseiller vendeur va déjà avoir une idée en tête. Puis là, c'est à nous de dire, OK, mais par exemple, tel type de produit, très difficile à gérer, ça va me faire 2 fois plus de travail à tout faire les transactions parce que je t'en compte au nom du client versus autogéré, disons, des choses comme ça. Il y a beaucoup de points comme ça. Puis ça, bien, la firme de courtage va vous aider à aller sortir ces données-là pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui représente vraiment, qu'est-ce qui fit vraiment plus avec le vendeur. Fait que il n'y a pas de grille qui existe, il n'y a pas vraiment rien qui existe à ce niveau-là, à part les critères importants à évaluer, puis voir si c'est des critères qui vous ressemblent ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, mais c'est plus aussi au niveau, parce que là, le programme, puis c'est comme je comprends la position de chacun, mais exemple, moi, on va dire en tant qu'acheteur, quelle partie vous prenez? Est-ce que vous êtes plus du côté du cédant pour vous assurer que le courtier qui vend, lui, à ce moment-là, il a vraiment la bonne relève? Ou est-ce que vous vous assurez que le conseiller qui rachète, le cabinet à ce moment-là, qui est tout à fait d'accompagner, qui, eux autres, ça structure? C'est de savoir un peu, est-ce que vous êtes comme 2 particuliers ou, mettons, je vous dis, moi, j'aimerais savoir comment négocier telle clientèle pour acheter tel cabinet. Fait est-ce que vous êtes plus, mettons, on va dire, de mon bord ou du bord du cédant ou des deux, ou comment ça fonctionne? On va être ni un ni l'autre, en fait. On va vraiment aider les deux parce qu'on va sortir les critères qui sont importants pour les deux, puis on va les accompagner là-dedans pour trouver le meilleur prix ou la meilleure valeur qui va arriver là-dedans. Oui, bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans une position comme Marie-Christine, c'est eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que la clientèle ait une croissance. C'est le manufacturier de produits. Donc, la combinaison, il faut qu'elle marche. Puis leur crainte qu'ils ont, c'est que le conseiller qui est en mode sortie, ben, il reste là, puis il fait rien, puis laisse mourir la clientèle. Donc, c'est sûr que quand il y a un 109 qui arrive, ben, ils veulent que ça marche, parce que si ça marche, ça va amener une augmentation des revenus de l'institution. Nous, le programme, c'est un peu ça. C'est qu'on prend différents acteurs qui sont là, qui donnent le programme, puis qui expliquent un peu quoi regarder. Puis par la suite, bien, c'est des gens qui sont des travailleurs autonomes. C'est tous des pigistes qui travaillent autour de nous. Puis à ce moment-là, bien, vous pouvez avoir un conseiller si vous voulez avoir une validation de votre projet. Mais nous, de notre côté, c'est sûr qu'on est totalement neutre. On est là pour... Moi, je suis conseillante et j'ai mon cabinet et je cherche à clé. C'est ça que je suis. Bien, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je vous invite? Sur la plateforme de maillage, nous, on va aussi solliciter tous les cabinets qui sont à vendre de venir se présenter sur la plateforme, que actuellement, on a 650 personnes sur la plateforme. Donc, on a déjà du volume. Par contre, les cabinets de services, on y va vraiment avec les tendances, là, pas les tendances, mais avec nos événements. Donc là, on vient de faire un événement sur les services financiers. C'est sûr que moi, dans ma croisade comme centre, on va avoir aussi des gens qui sont en mode et on va dire bailliage. Ça veut dire que certains cabinets, si vous avez des cabinets de bonne qualité, vous voulez positionner sa plateforme, bien, c'est sûr qu'on arrive avec des cohortes, nous, d'acquéreurs, ça devient intéressant qu'ils positionnent là-dessus. Donc, c'est un peu de même qu'on va être capable de générer. Puis, vous avez des contacts aujourd'hui, donc rien ne vous empêche dans le réseautage d'aller donner des poignées de main. C'est pour ça également, vous avez une longueur d'avance. Pardon. C'est sûr que dans le marché, là, je m'adresse à des gens qui viennent de l'industrie.
Moi, je suis chez Lafont, c'est un cabinet de courtage. Ça va? On est un agent général. C'est sûr que si nos conseillers désirent vendre, ils vont m'aviser. Puis, on va chercher à trouver quelqu'un à l'interne. Puis, comme Martin et Marie-Christine ont dit, on va s'arranger pour que ça soit le plus beau deal, pour que tout le monde soit heureux. Par contre, si mon courtier va vendre à un autre cabinet, ben, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Je suis très honnête dans ma réponse. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre industrie. Puis si je peux apporter un petit quelque chose, puis c'est ça qu'on dit à nos conseillers chez nous aussi, parce que souvent, ils vont demander, est-ce qu'il y a des clientèles à vendre? Mais souvent, les cédants, là, ils sont pas très volubiles, ils sont pas très extravertis là-dessus. Ils vont juste être un petit peu par en dessous, ils vont connaître, ils vont essayer d'apprendre à connaître quelqu'un. Puis quand ils viennent à nous pour du financement, tout ça, le fit est déjà fait. Puis moi, ce que je dis tout le temps aux conseillers, aux conseillères, c'est aller dans les rencontres de compagnies de fonds. Asseyez-vous à côté des gens que vous ne connaissez pas, ceux qui ont des cheveux blancs encore plus. Ceux qui n'en ont plus. mais parlez-en le plus possible à votre firme de courtage. Parlez-en à plus de monde possible. Les représentants de compagnies de fonds, les compagnies d'assurance, ils ont des contacts avec tous les conseillers de toutes les firmes. C'est les meilleures choses à faire. Donc, d'en parler le plus possible à plus de gens possible que vous êtes intéressés. Puis participer à des programmes comme il est présenté là, que je trouve extraordinaire en passant. Puis c'est vrai que des fois, c'est long. On a des conseillers qui m'ont dit, j'ai attendu 3, 4, 5 ans avant de faire une première acquisition. Puis là, tu sais, je travaille fort sur ma clientèle. Puis à un moment donné, ça débloque. Puis là, on vient à en parler le plus possible. Les opportunités se présentent à nous. Puis là, on a juste à les choisir. Oui. Monsieur. Une, deux, trois. Monsieur, là, Oui. J'ai l'impression, en marge avec le reprenariat, j'ai l'impression qu'en service financier, il y a de plus en plus de consolidation. C'est-à-dire que c'est des grands bureaux qui vont chercher la clientèle, qui vont chercher des books supplémentaires. Est-ce que je me trompe? Bien, ça arrive comme des firmes de courtage. Souvent, ils vont aller recruter des conseillers qui sont déjà dans le domaine et ils vont aller joindre la nouvelle firme de courtage. Dans les acquisitions, on en voit quelques-unes à l'occasion. Il y en a de moins en moins. Si je parle juste pour notre compagnie, Investia, on est le plus gros partenaire, on est le plus gros courtier en épargne collective, mais dans le réseau indépendant au Canada. Donc, des acquisitions, on pourrait aller en faire, mais c'est pas à tout prix comme ça. On préfère aller, par notre offre de service, attirer des conseillers qui vont venir faire affaire avec nous. Donc, souvent, les acquisitions clientèle, ils se passent à l'interne, mais d'aller consolider, peut-être encore dans le futur, mais c'est pas ça qui va être... c'est quand même si c'est une consolidation, ça va être de conseillers indépendants qui vont avoir chacun leur pratique. Tu sais, dans une firme de courtage indépendante, les conseillers, ils sont libres d'être où ils veulent. On a à mériter leur confiance pour le service qu'on donne pour qu'ils puissent rester chez nous. Parce que demain matin, ils changent de firme de courtage, ils suivent avec leurs clients et c'est ça. Donc, c'est ça l'idée. Mais... excuse-moi. Peut-être pour ajouter un petit peu, c'est en affaires, il faut suivre l'argent. Dans le domaine des produits et services financiers, la rétention de clientèle est très importante. Qu'est-ce qu'on voit depuis les 5-6 dernières années, c'est que les compagnies d'assurance qui avaient tous, moi quand j'ai commencé, là, il y avait 128 compagnies au Canada, il y avait chacun leur réseau. À un moment donné, ils ont voulu se démutualiser pour se racheter entre eux, consolider. Ce qu'ils ont réalisé, par contre, en faisant ça, c'est qu'ils perdaient leur clientèle. Donc, qu'est-ce qu'ils font présentement, les compagnies d'assurance, là, je vous parle, achètent le courtage. Je ne les nommerai pas par respect par ma déontologie, mais il y a 3 cabinets qui appartiennent à 3 compagnies d'assurance. Ils disent qu'ils jouent le jeu du libre marché. C'est à nous de le constater. Chez nous, on est indépendants. D'autres questions? Oui. Ah, pour Martin. Oui, pour le programme, l'industrie des services financiers, c'est pas mal un milieu vélo en ce sens que ma question c'était, entrevoyez-vous d'avoir une carte routière pour le jeune repreneur qui puisse aligner sa démarche parce que c'est, on a une gestion de la fond, il y en a plein dans l'industrie, il y a plein de formules, il y a plein d'étapes, la question critère, là, un endroit, ça va être de telle façon, ailleurs, ça va être une autre manière.
le jeune là-dedans, là, qui essaie de s'aligner, là, c'est un free-for-all, c'est plus l'expression. C'est un mini-vélo, tu sais. Puis, tu sais, je me disais, hey, ça serait un sujet même assez extraordinaire, de mettre l'ordre là-dedans, tu sais, de donner une chance. Mais on participe à des colloques, puis ce que tu disais, c'est exactement ça. Je veux faire mon CFA, je veux devenir analyste. Là, tu n'as pas le cœur de leur dire, mais c'est parce que tu rentres dans un mur, tu sais. Il y a d'autres métiers, même ça, c'est peu connu. Tu te dis, mais qui vous a amené là? Mais c'est mon prof à l'université. Là, tu fais comme, OK, là, il fait de la promotion d'un métier qui est. Tu sais, c'est pas normal, là. Puis là, on a quelque chose d'intéressant, je trouve. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, pour vous donner une anecdote, là, à l'époque, les directeurs des ventes, là, quand ils voulaient faire leur speech pour le recrutement, ils se promenaient dans Westmount, là, puis ils disaient, tu vois cette maison-là, elle est belle? Hein? Ils disaient, oui, elle est vraiment belle, mais travaille super fort, puis tu vas pouvoir te payer. Donc, on était beaucoup sur le rêve. Là, tu sais, on amenait le monde à rêver. Comment y arriver, ça, c'est une autre étape. Mais le rêve était là. Puis moi, je commençais à faire, je trouvais ça drôle, moi, quand j'étais directeur d'agence, mais j'ai pris une couple d'années conseiller quand on se promenait dans les maisons riches comme ça. Je dis, si tu travailles fort, là, je vais pouvoir me payer ça. Donc, oui, il y a vraiment, il y a comme un genre d'encadrement à faire actuellement dans l'industrie des services financiers. Tout le monde a une certaine recette. Puis c'est un peu ça qu'on a voulu créer avec le centre pour que les jeunes, puis les moins jeunes, parce que tu sais, on parle beaucoup de jeunes, mais tu sais, il y a des carrières à 50 ans. Moi, j'ai des gens qui viennent voir, ils ont 50 ans, là. Puis ils ont 25 ans encore, facile devant eux, à pouvoir donner du jus. C'est une carrière à 25 ans. Donc, puis ils n'ont pas eu la chance, plus jeunes, de se lancer en affaires. Il y avait des engagements familiaux, puis le timing n'était pas bon. Donc, moi, je le vois vraiment, j'ai pas, peut-être parce que j'en ai 55, là. Il n'y a pas d'âgiste dans notre programme au bout de la ligne. Même si ça fait 25 ans que tu es diplômé, tu peux aussi rentrer gratuit dans ce programme-là. Puis c'est donner un peu ça, donner une carte routière par la suite pour avoir les bonnes méthodes, pour pas qu'ils soient tout perdus, puis qu'ils rencontrent peut-être une agence qui est croche, puis au bout de la ligne, mais c'est pas ça nécessairement l'industrie. Pas se faire un premier avis parce que le premier que tu as vu, donc c'est un peu pour aiguiller. Autant en service financier, puis on a un autre programme pour les athlètes, c'est Reprenariat auprès des athlètes. On est accrédité pour Sport Canada, donc tous ceux qui sont au niveau national, ils ont ici le montant pour suivre le programme. La Ligue junior, vous allez avoir peut-être voir ça dans les journaux bientôt, la Ligue junior du Québec et des Maritimes. On est en partenariat avec eux aussi pour former les jeunes retraités du hockey de pouvoir faire du reprenariat. Donc, pour les cadrer, d'avoir une bonne feuille de route, parce qu'ils n'ont pas tous les outils. Peut-être un supplément aussi de cadre réglementaire qui est en train d'évoluer. À partir de janvier l'année prochaine, il y a un gros changement qui s'en vient. Pour les jeunes repreneurs, ça peut avoir un impact aussi pour le cédant aussi au niveau des revenus qu'on avait. Mais tu as la météo aussi, je dis ça, des nuages pour un jeune, dans le sens que l'industrie évolue tellement vite. On a beaucoup de conférences qui nous disent que l'IA va faire en sorte que l'industrie va se restreindre aux gens qui ont plus de capacité à utiliser ce qui s'en vient en termes d'intelligence artificielle. Avec le jeune, il y a l'opportunité peut-être de bonifier puis vous l'avez nommé, sa capacité à introduire une nouvelle façon de travailler. Dans le programme, c'est un élément dans lequel on donne l'emphase. Moi, je suis un passionné de transformation numérique. Donc, je suis un entrepreneur à la base, là, puis mes compagnies sont là-dedans. Donc, un tueur d'emploi. Pardon, comment expert? Un tueur d'emploi. Pas un tueur d'emploi, mais je vais vous donner, qu'est-ce que je dis à mon environnement? Je dis, c'est pas l'IA qui va tuer les emplois, c'est les personnes qui maîtrisent l'IA qui va tuer l'emploi des autres, qui ne le maîtrisent pas. Donc, on veut vraiment être en avant de la parade dans le sens, dans tout ça. Puis c'est sûr que nous, on prend des intervenants du milieu. Tu sais, vous avez peut-être entendu le Centre d'entrepreneurs de Beauce qui ont eu des bons résultats avec des entrepreneurs qui viennent donner des thématiques. Notre programme est un peu sur le même principe. On veut prendre des gens de l'industrie qui sont en avant un peu dans leur réflexion de la manière de travailler. Puis le volet numérique, dans ces comme ça, bien, on va essayer de trouver des pigistes qui va pouvoir aussi combler ces volets qu'on peut manquer dans le programme. Là, je vais vous parler de mes 35 ans de carrière. 3 fois, les compagnies ont essayé de nous tasser. Ah
quand Internet est arrivé, il a essayé de vendre ça sur le web. Est-ce que ça a fonctionné? Nous, ce qu'on vend, c'est du conseil. C'est pas un produit qui s'achète. Bien rare, ma conjointe ne m'a jamais dit un samedi matin, viens-t'en, Benoît, on va aller magasiner une assurance vie. Jamais arrivé. Par contre, c'est un produit qu'on doit proposer, qu'on doit conseiller à l'intérieur d'un plan financier. La relation client est primordiale. Puis ça, on ne peut pas y échapper. On a eu peur quand ils sont arrivés avec le web. Il y a certains assureurs qui ont mis des millions et des millions, puis ils se sont tassés, ils sont disparus. Là, on vit une nouveauté, l'intelligence artificielle. Le web, on s'en sert dans notre pratique. L'intelligence artificielle va devenir un excellent outil pour se servir dans notre pratique. Je rejoins le point, Martin, la personne qui va exploiter adéquatement l'intelligence artificielle va augmenter énormément sa capacité à pouvoir desservir la clientèle. Absolument. Pas le volet humain qui va rester pendant C'est ça. plus longtemps. Ça va être nous, les adjoints. C'est pour peut-être compléter ça, puis après ça, on va passer peut-être au mode réseautage. Après 15 ans, avec ma conjointe, je fais du financement. J'ai investi dans l'immobilier un peu de côté pour diversifier mon portefeuille. J'étais avec des gens de finance. Donc, mais la manière que je fais mon financement n'est pas tout le temps dure, facile à comprendre. Et là, à chaque fois, je rentrais dans le bureau de l'institution financière en question. Il y a une personne ne comprend pas, va en chercher une deuxième, va en chercher une troisième. Les trois ne comprennent pas, mais ils disent « OK, ça se fait, donc on continue. » Ma conjointe a dit « C'est-tu toi qui ne comprends pas ou c'est eux autres qui ne comprennent pas? » La dernière fois, on a refait une acquisition, ça fait à peine 1 an. J'étais mon ami ChatGPT était à côté de moi. Là, j'ai expliqué clairement qu'est-ce qu'on faisait comme stratégie. J'ai demandé à ma conjointe, j'ai dit, bien, pose-y tes questions. Parce que moi, quand il pose des questions à moi, bien, c'est sûr, c'est biaisé. Dans ce cas-là, ChatGPT a vraiment été dans le même alignement que je lui disais. Donc, il est devenu mon allié. Puis c'est sûr que moi, je suis vraiment dans l'intelligence artificielle depuis vraiment 1 an et demi qu'on fait de la R&D en parallèle, en dehors de mon chapeau. Actuellement, là, on peut tout intégrer un agent IA en service financier. Là, on met toute la loi de l'impôt dans son cerveau, les règles fiscales du Québec. Tu rentres tout ça dans son cerveau, puis tu fais une recherche fermée. Donc, va pas en dehors du cadre que je lui donne. Il n'y a pas un conseiller qui va être aussi rapide que lui, puis aussi efficace. Donc, le service va toujours rester là entre l'humain, mais c'est sûr que la pratique, elle va évoluer énormément dans les 2 prochaines années. Puis même les universités sont en grosse panique actuellement parce que les modèles universitaires avec des cohortes de 3 ans, 5 ans, ça va tant que ton partenaire à côté, là, ton professeur ChatGPT, Claude ou Perplexity, nommez-les tous. Et en France, j'ai regardé une étude récemment, le test ingénierie en France, ils ont demandé à ChatGPT de passer le test. Il y a eu 23 sur 25. Puis c'était le nouveau test, le nouvel examen. Donc, il n'y avait rien qui pouvait être distribué dans le web. Donc, c'est sûr que c'est phénoménal. Puis, dans le conseil, quand je prends la loi de l'impôt, là, quand on appelait, ils ont eu un test avec Revenu Québec. Puis, ils appelaient, puis il y avait seulement 17 % de bonnes réponses. Donc, dites-vous que c'est sûr que le robot va être meilleur. Donc, oui, faut être en avant, puis je pense que c'est un peu ça qui va se démarquer des autres, ceux qui vont adopter la technologie et non qui vont la repousser. C'est ça. Sur ce, avec ces belles paroles, merci beaucoup de vous être déplacés. Merci à nos invités pour votre science partagée aujourd'hui. Merci. Merci. Je m'excuse, mais je peux vous dire en même temps, là, rien que pour ne pas oublier, allez voir sur notre site la plateforme de maillage, puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On va avoir un autre midi maillage qui s'en vient dans environ 2 mois. Donc, je vous invite aussi à venir participer à nos activités. Vous allez rentrer dans notre écosystème. Puis, si vous voulez aller visiter ce bâtiment-là, ici, là, c'est vraiment le bâtiment de l'entrepreneuriat et l'innovation. C'est tout nouveau depuis l'automne. Donc, vous allez vous promener. Il va y avoir plein d'évolutions dans les prochaines années.
Donc, si vous avez le goût de visiter, gênez-vous pas. Puis si vous avez des questions, bien, on reste avec vous là, jusqu'à 14h. Donc, merci de votre participation. Merci. Merci.